Les entreprises du travail adapté, d'après vous, sont-elles suffisamment connues dans le monde des entreprises ? Je pense qu'elles sont suffisamment connues, mais peut-être sont-elles méconnues. Nous sommes actifs dans l'industrie aérospatiale, nous sommes actifs dans l'industrie des télécommunications, on est aussi actifs dans l'assemblage mécanique, électromécanique. La plus-value sociale est une vraie plus-value, mais elle ne doit pas être payée au prix d'une dégradation de la plus-value économique. En général, les pouvoirs publics sont pleins de bonnes intentions. Je vous entends venir. Bienvenue dans le podcast Return on Responsibility d'Agoria. Et dans cette série, nous explorons comment les initiatives durables peuvent donner un avantage compétitif aux organisations. Et chaque fois, on fait ceci autour d'un thème central. Et dans cet épisode, nous parlons de l'emploi durable et du rôle des entreprises de travail adaptées dans cette transition vers un marché de travail plus inclusif. Et pour aborder ce thème, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Marc Dieu, le directeur général de Entra Group. Jean-Marc, soyez le bienvenu. Merci pour votre accueil. Avec plaisir aussi. Je vais d'abord introduire peut-être Entra Group. Entra est une entreprise de travail adaptée basée à Épinay. C'est la première entreprise de travail adaptée de la Wallonie et vous êtes actif depuis 1968. Et votre mission est de créer, de maintenir des emplois de qualité pour les personnes en situation de handicap. Et vous-même, vous êtes le directeur général et, intéressant, vous cumulez cette fonction aussi avec celle du président du CHU-UCL Namur, poste que vous occupez déjà depuis 10 ans. 10 ans, ben voilà. Voilà, attaquons tout de suite, peut-être avec une première question. Les entreprises du travail adapté, d'après vous, sont-elles suffisamment connues dans le monde des entreprises ? Je pense qu'elles sont suffisamment connues, mais peut-être sont-elles méconnues. Il y a sans doute un défaut d'image qui subsiste, un malentendu, si vous voulez, puisque peut-être certains considèrent-ils que les entreprises de travail adapté sont des acteurs différents dans le tissu économique. En réalité, pas tant que ça. Jusqu'en 1995, les entreprises de travail adapté s'appelaient des ateliers protégés. Tout à fait. Ateliers protégés, ça évoque une situation dans laquelle l'entreprise dont on parle est différente, elle est protégée, elle n'est pas tout à fait intégrée dans le milieu économique. Elle est différente finalement dans un atelier protégé. On cherche d'abord à protéger l'atelier et pas forcément les clients. Aujourd'hui, les choses sont différentes puisqu'on parle d'entreprises de travail adapté. Et notre ambition, c'est bien être des acteurs économiques, socio-économiques plus exactement, complets, qui sont capables d'apporter aux entreprises et aux particuliers les services dont ils ont besoin sans que ceci n'ait à sacrifier quoi que ce soit. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on peut considérer que les entreprises de travail adapté sont des acteurs économiques au sens plein, même si elles visent un objectif social et seulement social. Mais c'est bien que vous le dites comme ça parce que sur un marché de travail marqué, qui est quand même marqué par une pénurie structurelle de talents, j'entends aussi que beaucoup d'entreprises veulent rendre leurs environnements de travail aussi plus inclusifs. Et dans notre secteur technologique, il y a quand même déjà plein d'entreprises qui ont vraiment entamé cette transition, mais ça va quand même lent, et c'est parfois complexe. Et c'est pourquoi je suis vraiment intéressé d'entendre de quelqu'un comment il faut attaquer le sujet, quelqu'un qui a ça dans son ADN naturel. Donc, Jean-Marc, j'espère que vous pouvez nous inspirer beaucoup. Mais on le sait, ce marché du travail est sous pression. Donc, d'après vous, quel rôle les entreprises de travail adaptées jouent-elles vraiment dans cette transition vers ce marché du travail qui est plus inclusif ?
Alors, je vous ai dit tout à l'heure que nous étions des acteurs économiques crédibles, que nous répondions aux attentes du marché de manière crédible, mais la réalité pour nous, c'est que notre mission et notre seule mission, c'est de créer des emplois de qualité pour des personnes en situation de handicap. La création d'emplois pour des personnes en situation de handicap est notre affaire. Nos clients, qu'ils soient des entreprises ou des particuliers, ne doivent avoir aucune conséquence à gérer en raison de cela. C'est la raison aussi pour laquelle j'expliquais tout à l'heure que nous avons un modèle hybride, celle d'être un acteur économique au sens classique du terme, tout en étant un acteur social, qui vise à la création d'emplois de qualité pour des personnes en situation de handicap. Notre seule mission. Et vous le dites vraiment avec insistance, emploi de qualité. Mais ça veut dire quoi, emploi de qualité pour vous? Alors pour nous, un emploi de qualité, il doit avoir plusieurs caractéristiques. Okay. Ce doit être un emploi qui est gratifiant. C'est la première caractéristique. C'est-à-dire qu'il doit donner de la fierté à celui qui l'exerce. C'est un emploi qui doit être rémunérateur. C'est-à-dire qu'il doit permettre à la personne qui exerce cet emploi, ce métier, de vivre décemment, lui et sa famille. C'est un emploi qui doit aussi être utile, c'est-à-dire qu'il s'inscrit dans une logique économique réelle. Il doit permettre d'apporter un surplus de valeur à la société et aux clients. Donc c'est un emploi utile, ce n'est pas un emploi occupationnel. L'emploi de qualité est aussi évolutif parce que nous nous adressons à des personnes dont la situation de santé peut évoluer et souvent dans un sens de dégradation, et qu'il faut que nous puissions donner des perspectives même aux personnes qui voient leur santé se détériorer. Mais évolutif, ça veut dire aussi que nous donnons des perspectives positives aux personnes qui sont à nos côtés et que nous cherchons à les faire évoluer par des politiques de formation et de mobilité interne. Et enfin, l'emploi doit être stable. Nous conservons nos collaborateurs à nos côtés le plus longtemps possible et nous sommes très fiers de cela et je pense que ça crée un sentiment d'appartenance de la part de nos équipes. On revient peut-être dessus parce que c'est quand même un beau défi là que vous avez mentionné. Mais peut-être concrètement, bien sûr, vous travaillez avec d'autres entreprises qui sont vos clients. Comment ça fonctionne en réalité? Ça fonctionne de manière assez classique au fond. Donc nous sommes grands puisque nous employons 950 personnes. 950 personnes. Mais ce qu'il faut souligner, c'est que nous sommes extrêmement diversifiés aussi. Nous réalisons des choses très variées parce que la notion de handicap elle-même ou la notion de maladie est une notion qui est difficile à appréhender. On peut dire qu'elle est polymorphe. Elle a des caractéristiques très variées. Pour réaliser notre mission, nous devons donc proposer à nos collaborateurs des métiers très différents. Nous sommes actifs dans des activités de service comme le back-office, le soutien administratif, le call center, le contact center aujourd'hui, puisque les choses évoluent et le téléphone est un vecteur qui est moins utilisé, mais aussi dans l'industrie, aussi dans le bâtiment, et aussi dans la blanchisserie industrielle, par exemple. Donc, on est extrêmement diversifié. Alors, vous me demandiez comment ça se passe avec les clients. J'aurais tendance à vous répondre comme partout ailleurs. C'est-à-dire que nous rencontrons nos clients, nous cherchons à bien comprendre leurs besoins, nous mettons en place des solutions qui leur conviennent, en cherchant aussi à bien comprendre leurs besoins, qu'ils soient exprimés et non exprimés. C'est difficile à les trouver? Nous avons une politique commerciale très active. Et nous cherchons nos clients de manière permanente, puisque nous avons évidemment un socle de clients qui est stable. Je vous ai dit qu'un des éléments... nous sommes actifs dans l'industrie aérospatiale, nous sommes actifs dans l'industrie des télécommunications. Donc dans ces deux domaines-là, on s'adresse aux plus grands acteurs nationaux. On est aussi actifs dans l'assemblage mécanique, électromécanique. Nous pouvons par exemple assembler des armoires électroniques pour de grands opérateurs qui installent des data centers en Belgique, les plus grands. Les plus grands sont fabriqués chez nous, les armoires, par nous en tout cas, par nous.
Ok, par nous. pas difficile à s'imaginer. On est actif auprès de nombreuses maisons de repos et de soins dans des activités de blanchisserie. Et les relations clients, est-ce que une fois que vous les avez, est-ce qu'elles sont des relations à long terme ou... Dans notre vision, il y a 4 éléments que je voudrais mettre en lumière. Le premier élément, c'est la qualité. Donc, on a une politique de qualité qui est très suivie, à la fois sur les produits et sur les process. Nous sommes certifiés 9001 et 14001, par exemple. C'est la singularité. Donc, nous cherchons à apporter des solutions qui sont différentes, qui sont tailor-made, faites sur mesure, vraiment. C'est un élément qui nous différencie sur le marché et c'est ce qui nous permet de ne pas avoir à souffrir de manière trop brutale de la concurrence. Nous cherchons aussi à privilégier la durabilité. Et enfin, nous cherchons aussi à privilégier la pérennité de la relation que nous avons avec nos clients. Nous gardons nos clients et nos clients nous gardent aussi. Parce que vous avez mentionné sentiment d'appartenance à vous-même, au groupe, à l'entreprise, mais est-ce que ce même sentiment se joue aussi aux collaborateurs qui travaillent pour ces sociétés? Je pense que oui, dans la majeure partie des cas. Il y a différents types de clients. Certains clients s'adressent à nous comme s'ils s'adressaient à n'importe quel autre fournisseur, et c'est tout à fait leur droit. Yeah. Notre rôle, c'est de leur apporter un service qui est flexible, qui donne une bonne qualité à un prix juste. Ces clients restent à nos côtés parce que notre ambition est de leur apporter les réponses précises à leurs besoins. Et puis, il y a d'autres clients qui sont plus rares, qui accordent de l'importance à la plus-value sociale. Par exemple, de grands groupes belges ou étrangers dans la communication, dans la télécommunication, sont attentifs à cette notion de plus-value sociale. Et là, il y a vraiment une notion de partenariat qui naît. C'est ça. Et parce que, est-ce que pour eux, ça devient un petit peu la cerise sur la tarte C'est plus que ça. C'est plus que ça. Alors, vous me demandez si la plus-value sociale est un bonus. Je dirais non. C'est plutôt un produit. Donc, c'est parfois étonnant de le dire comme ça, mais je ne pense pas que dans la société contemporaine, l'ambition qu'on a de créer une plus-value sociale, de renforcer le bien-être, de s'inscrire dans un tissu économique local, d'apporter des réponses à des enjeux de société comme le vieillissement, par exemple, je ne pense pas que ce soit un bonus. C'est un produit en soi. C'est une plus-value. La plus-value sociale est une vraie plus-value. Mais elle ne doit pas être payée au prix d'une dégradation de la plus-value économique. Donc il faut qu'on puisse faire les deux en même temps. Une plus-value économique crédible sur le marché, des réponses appropriées, et en même temps, une plus-value sociale. Je voudrais vraiment plaider pour qu'on considère que le progrès social, le fait de mettre des personnes en situation de handicap au travail et d'améliorer leur bien-être, constitue en soi une plus-value. Pour l'entreprise cliente aussi. C'est clair, absolument. Dans ce même sens, je sais que vous plaidez aussi pour inclure plus de clauses sociales dans des marchés publics, par exemple. Comment vous pouvez expliquer ça un petit peu, ce que vous cherchez là? Alors, il est important, me semble-t-il, en particulier pour les pouvoirs publics, qu'ils soient des acteurs du progrès social et de l'inclusion. Il y a une méthode qui est assez simple à utiliser, c'est de prévoir des clauses sociales dans les marchés publics. Dans les cahiers de charges. Dans les cahiers de charges, exactement. Il y a plusieurs formules qui existent. On peut avoir des marchés réservés. Il peut y avoir aussi des marchés qui prévoient de favoriser des acteurs sociaux. Et nous pensons que c'est une bonne façon de faire pour permettre l'inclusion professionnelle des personnes en situation de handicap. Mais je voudrais dire aussi que ça se crée dans le cadre d'un partenariat avec des entreprises classiques. Les entreprises classiques qui recourent aux services d'entreprises de travail adapté, par exemple, peuvent tirer des bénéfices de cette collaboration dans l'évaluation de leur offre auprès des marchés publics. Donc tout ça est possible. C'est la raison pour laquelle nous plaidons pour une extension de la pratique des marchés publics, dans la mesure où ça permet aux différents acteurs de jouer leur rôle au bénéfice de la société.
Et ça résonne si vous en discutez avec les stakeholders classiques? En général, les pouvoirs publics sont pleins de bonnes intentions. Je vous entends venir. Je n'ai pas encore utilisé le mais je vais le faire. Oui, mais parfois, les intentions mettent du temps à se concrétiser. Donc nous plaidons pour que les bonnes intentions puissent se traduire en actes et que des clauses sociales soient prévues dans les marchés publics. Il est bien entendu que ces clauses sociales n'entraînent pas une position préférentielle pour les acteurs de l'économie sociale, puisque tout ça se crée dans des partenariats avec des entreprises ordinaires. C'est de toute façon un sujet d'actualité, parce que la transformation des appels d'offres et autres, l'inclusion des clauses aussi, Made in Belgium, Made in Europe. Donc, moi, je vois que peut-être il y a du potentiel. Changeons peut-être un tout petit peu de sujet dans le sens qu'on a parlé quand même beaucoup déjà pour quels sont les avantages pour les entreprises d'avoir une relation avec vous. Côté collaborateurs, quels effets positifs vous voyez là pour eux? Pour les collaborateurs. Pour les collaborateurs. S'il y en a. Je pense qu'il y en a, oui. Alors, je préférerais aborder la question sous l'angle d'un fil rouge. Okay. Et vous avez évoqué tout à l'heure le fait que j'étais actif dans différents domaines. Le fil rouge, c'est la santé, me semble-t-il. Et je voudrais aborder cette question. Aussi chez vous, personnellement. Chez moi aussi, oui. Et donc, j'aborde la question sous l'angle de ce qu'on appelle les déterminants de la santé, c'est-à-dire des facteurs qui permettent aux personnes de se trouver en bonne santé au plan physique, psychique et social. Je pense que l'exercice d'une profession dans un milieu équilibré, avec une reconnaissance sociale, un revenu, des relations, le sentiment d'être utile, est un élément qui est favorable pour maintenir les personnes en bonne santé. Et quand je dis santé, je pourrais dire bien-être aussi. Donc, finalement, on peut dire qu'on est un acteur socio-économique, parce qu'on est un acteur économique, un vrai acteur économique, qui produit du bien-être. L'avantage pour les collaborateurs, c'est ça, c'est que notre objectif, c'est la production de bien-être pour nos collaborateurs, tout en répondant de manière précise aux attentes de nos clients. Je trouve que c'est un modèle qui est très moderne, qui répond beaucoup aux attentes de la société contemporaine, et j'espère qu'il y a beaucoup d'avenir. Wow. Mais néanmoins, est-ce qu'il y a de temps en temps des collaborateurs qui passent de chez vous vers leurs clients? Très peu. Très peu? Très peu, puisque tout à l'heure, on a dit que nous cherchions à créer des emplois de qualité. Yeah. On a expliqué qu'ils étaient gratifiants, rémunérateurs, utiles, évolutifs et stables. Que demander de plus? Donc, la personne qui est à nos côtés et que nous essayons de conserver le plus longtemps possible, ce qui est aussi un avantage pour nos clients, puisqu'il arrive qu'un collaborateur d'Entra soit actif auprès du même client depuis 25 ans. Ça arrive, donc il y en a. Ils connaissent mieux les processus des clients que les clients eux-mêmes. Les collaborateurs sont satisfaits et ne voient pas vraiment l'intérêt de tenter l'aventure ailleurs, puisqu'ils ont la certitude d'avoir un poste de travail adapté, qui tiendra compte de l'évolution de leur état de santé, une capacité à évoluer dans la société et un revenu convenable, avec une attention particulière sur le bien-être et l'ergonomie, par exemple. Donc, il reste. Switchons un petit peu vers votre organisation. J'en suis convaincu que vous avez vos défis à vous. Quels sont vos défis pour le futur, enfin maintenant et pour le futur? À beaucoup d'égards, je pense que nos défis sont comparables à ceux que toutes les entreprises vivent. Il y a toutefois quelques différences. Le premier défi que je voudrais souligner pour certaines de nos activités, c'est l'émergence de l'intelligence artificielle. Pour des activités de service notamment, qui remet en question une série de tâches simples ou manuelles que nous réalisions jusqu'ici et qui va entraîner une certaine automatisation. Pour nous préserver de cela, nous avons des processus particuliers qui permettent la mobilité interne. Comme nous sommes diversifiés, nous pouvons
faire évoluer nos collaborateurs vers d'autres métiers. Ceci dit, nous gérons également les conséquences directes de l'émergence de l'intelligence artificielle en proposant à nos clients des solutions adaptées qui tirent parti du potentiel de l'intelligence artificielle. Ça passe notamment par des politiques de formation et d'équipement en matière d'IT. Est-ce que c'est difficile parce que bon, c'est sont quand même tous des nouvelles technologies. Je vois déjà chez les entreprises, soi-disant classiques, que c'est un vrai défi. C'est plus difficile pour nous que pour d'autres. Ça, j'ai pas dit, mais... Moi, je le dis. Oui, oui, c'est vrai. Donc, vous avez raison. C'est plus difficile pour nous que pour d'autres parce que nous nous adressons à un public qui n'est pas forcément bien armé pour faire face à ces évolutions. Donc c'est quelque chose de compliqué. Mais nous avons par contre un avantage, c'est que contrairement à d'autres, nous sommes extrêmement flexibles et versatiles et nos activités sont très diversifiées. Ce qui signifie que des conséquences liées à l'émergence de l'intelligence artificielle sur des tâches complexes peuvent donner lieu à des mutations internes vers des métiers qui sont des métiers non impactés par ce phénomène. Un autre défi pour nous, c'est évidemment la situation des finances publiques, puisque nous tirons une partie de nos revenus des financements publics, pas la plus grande partie, mais une partie de nos revenus, et qu'on peut se demander de quelle manière les pouvoirs publics pourront faire face à leurs obligations, à la charge de la dette, aux impératifs liés notamment à l'insécurité en Europe, sans dégrader le soutien qu'ils apportent aux acteurs associatifs et sociaux. Donc c'est un vrai risque pour vous. C'est un risque. Et ça, c'est un risque spécifique. Je pense qu'il y a aussi des défis importants qui se posent à nous en termes de recrutement. Nous cherchons des talents, nous cherchons de la main-d'œuvre. Et je dois dire que le marché de l'emploi répond de manière assez moyenne aux exigences du marché. Ce qui fait qu'il peut arriver que nous ayons des difficultés à embrasser certaines activités en raison d'un déficit de main-d'œuvre. L'année dernière, on a recruté 140 personnes. 140 ? Oui, wow. 140 personnes. Évidemment, il y a aussi des gens qui sortent. Peut-être 120 personnes. Mais au final, notre balance est positive et on recrute beaucoup. Mais vous avez le même défi que tous les autres, cette pénurie de talents. On a le même défi. On a d'autres exigences, puisqu'on n'a pas encore dit, mais il y a 70% de nos collaborateurs qui doivent bénéficier d'une reconnaissance de la VIC pour le travail en entreprise de travail adapté. Ça veut dire qu'ils doivent être impactés par une pathologie, pas forcément un handicap. Parfois, on parle plutôt de maladies chroniques, mais on s'adresse à un public plus étroit que les autres entreprises, effectivement. Question qui se pose aussi... Maintenant qu'on parle un petit peu des gouvernements aussi, le gouvernement fédéral veut augmenter le taux d'emploi et ils veulent le faire en limitant dans le temps les allocations de chômage. Il y a la politique autour de la réintégration pour les malades de longue durée. Ça a un impact sur vos activités? Est-ce que vous êtes... mobilisés dessus? Nous voulons être aux côtés des pouvoirs publics dans la politique d'intégration des chômeurs de longue durée ou des malades de longue durée. Nous sommes prêts à nous investir dans ce domaine-là, mais nous ne pouvons pas le faire si c'est au prix d'une dégradation du soutien dont nous bénéficions pour notre mission de base qui est la création et le maintien d'emplois de qualité pour des personnes en situation de handicap. Donc nous sommes disponibles, mais nous demandons que les conditions actuelles dans lesquelles nous exerçons notre mission, que je viens de décrire, ne soient pas dégradées. Nous devons donc garder ce socle-là et puis éventuellement explorer d'autres voies. Mais d'abord garder ce socle-là et faire en sorte que nous puissions poursuivre cette mission. Claire. Peut-être, on est presque à la fin de notre podcast. Finissons un petit peu sur des tendances positives. Qu'est-ce qui vous donne de l'espoir? Alors évidemment, on a une position particulière et peut-être que les éléments qui nous donnent de l'espoir ne sont pas les mêmes que ceux qui donnent de l'espoir à d'autres acteurs socio-économiques ou économiques. Si je devais évoquer 2 ou 3 choses, je commencerai par le vieillissement de la population. Habituellement, le vieillissement de la population est considéré comme une contrainte. C'est plutôt dans l'autre comme un risque. Effectivement.
Pour nous, le vieillissement de la population nous donne l'opportunité d'offrir à cette population des services de proximité qui sont dans le scope de notre mission. Et donc, nous cherchons à répondre à ces besoins en matière d'aménagement du domicile pour des personnes en perte d'autonomie, de blanchisserie industrielle pour les personnes hébergées en maison de repos et maison de repos et de soins, de services à la personne, de téléassistance, de télévigilance, toutes sortes de choses qui répondent aux besoins de la société actuelle. Je pense qu'un autre point positif, c'est quand même la prise de conscience d'une bonne partie des acteurs économiques de la nécessité de coupler la performance économique avec une performance sociale et de donner aux entreprises un rôle dans ce domaine-là aussi. Dans ce cadre-là, le recours aux entreprises de travail adapté peut être un avantage. Si je reviens un instant au vieillissement de la population, ça nous donne aussi l'opportunité, ce vieillissement de la population et également les changements de législation qui concernent le départ de l'âge à la retraite, d'accueillir en nos rangs des personnes plus âgées, ce que nous sommes prêts à faire. Donc il n'y a pas que des choses inquiétantes là-dedans. Pour nous, ce sont des opportunités. Eh bien, c'est toujours bien de terminer avec des belles opportunités, Jean-Marc. J'ai vraiment senti votre passion dans cette conversation. Donc, un grand merci. Merci à vous. Mais, il y a toujours un dernier to-do et nous terminons toujours notre podcast avec le pitch de 1 minute. Et aussi, pour vous, on a une pitch à vous proposer. Donc, pour vous, la question est: est-ce que vous pouvez nous expliquer en 1 minute pourquoi les entreprises ont tout à fait intérêt à collaborer avec une entreprise de travail adaptée? Les entreprises ont intérêt à travailler avec une entreprise de travail adaptée parce qu'il faut les considérer comme un acteur tout à fait crédible sur le marché qui offre des conditions équivalentes à celles qu'offrent d'autres acteurs, tant en termes de flexibilité, de qualité, de prix, de réactivité, que de présence sur le terrain. Mais en plus, les entreprises de travail adapté apportent une plus-value qu'elles sont les seules à pouvoir donner, une plus-value sociale. Je pense qu'il ne faut pas considérer que cette plus-value sociale est un acte de moralité. Je pense qu'elle constitue en elle-même un vrai produit qui peut être utilisé à différents moments pour mettre en avant le sens des responsabilités qu'ont les entrepreneurs. En ce sens, les entreprises de travail adapté constituent un acteur hybride qui est capable d'offrir à la fois de la plus-value économique et de la plus-value sociale. Et je pense que nous devons l'envisager dans une vraie notion de partenariat. Merci beaucoup. Je vais m'associer aussi à vos pensées parce qu'à la fin de l'épisode, je dis aussi ce que moi j'ai appris. Moi j'ai appris beaucoup de cette combinaison de plus-value économique, plus-value sociale, comment ça devient une entité tout ensemble et que ça a du valeur en soi. Donc, grand merci à partager merci ça beaucoup. avec nous. Et bien voilà, donc ainsi se termine cet épisode et à très bientôt pour le prochain.